Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois pour ce club des préventeurs. C'est mardi de la prévention. Ça fait plaisir de voir que vous êtes fidèles au rendez-vous. Donc, merci à tous. Pardon. On vous propose d'aborder un sujet au niveau du club des préventeurs sur un petit moyen mnémotechnique, mais pour vous expliquer aussi un sujet qui est quand même important. Voilà, on va aborder un sujet autour des 5 C de l'addiction. C'est des moyens mnémotechniques, c'est des moyens aussi de dédramatiser un petit peu la problématique. Et je vais vous donner quelques éléments d'information que vous pourrez bien sûr, comme à chaque fois, alors soit pour les permanents du réseau, récupérer bien sûr le support pour le réutiliser si vous avez des actions à mener dans les entreprises où vous souhaitez faire des informations sur différents sujets, enfin, dans différents contextes sur ce sujet. Et puis, bien sûr, pour les entreprises, la possibilité aussi de le récupérer pour communiquer vis-à-vis de vos collaborateurs. Alors, sur ce sujet, pourquoi revenir sur ce sujet-là? On ne l'avait pas forcément mis tout de suite, mais on a fait, vous vous souvenez, il y a quelque temps, pour ceux qui étaient là, une visio avec la présentation du portail Addicted, dans le cadre du partenariat que la FNTR au niveau national a signé avec la charte ESPER. Donc la charte ESPER, c'est un engagement sur la prévention des pratiques addictives. Et la FNTR est une des premières organisations patronales et représentatives, on va dire, des entreprises à s'être engagée auprès donc du cabinet du Premier ministre pour soutenir cette action et en faire la communication. Donc, dans ce cadre-là, on avait fait un premier travail avec le portail Addicted, où vous avez eu accès à des fiches pratiques, à des éléments d'information qui vous guident tout au long de la démarche. Et là, je vous propose d'aborder un sujet qui n'est pas forcément abordé en tant que tel dans les fiches Addicted. C'est les 5 C de l'addiction. Vous allez voir qu'il y a 5 mots qui commencent par C qu'on peut utiliser pour définir la notion d'addiction. Alors, pourquoi en parler de nouveau? Parce que c'est un sujet qui reste encore, bien sûr, tabou, bien que les situations existent en réalité, mais ça reste un sujet tabou. On l'a remis à l'ordre du jour parce que, suite à différents problèmes en début d'année, il y a eu pas mal de contrôles routiers et une fréquence des contrôles routiers par rapport aux pratiques addictives qui s'est accentuée. Et donc, c'était important pour nous de vous donner un petit peu des éléments et peut-être encore un autre angle d'approche du sujet. À partir du moment où on a des situations de conducteurs qui peuvent être concernés, on est sur une responsabilité partagée entre le conducteur, bien sûr, mais aussi l'entreprise qui laisse sur le domaine public une personne, d'autant plus si elle a connaissance de la difficulté. On est aussi sur un principe de suspicion en cas d'accident, c'est-à-dire que par défaut, on va emmener, ce qui peut être très traumatisant, même s'il n'a rien fait, on va emmener le conducteur passer des examens, faire des prises de sang et autres pour vérifier qu'il n'y a pas de prise de stupéfiants, parce que de toute façon, on l'a toujours dit, l'accident, dès lors qu'il y a un poids lourd, peut avoir des conséquences plus graves. Et puis l'adage qui est bien connu, mais prévenir vaut mieux que guérir, notamment sur ce sujet-là. Essayer de prévenir les pratiques addictives, c'est toujours mieux que d'essayer d'en guérir et de faire évoluer les choses. Donc voilà le contexte un petit peu pour lequel on a voulu remettre ça à l'ordre du jour, mais notamment par rapport aux différents contrôles routiers qui se sont accrus ces derniers mois. Alors, la notion d'addiction, pour présenter le sujet, on vous l'a abordé déjà à plusieurs reprises, mais aujourd'hui encore, elle a toujours un caractère un petit peu honteux. Le mot addiction fait référence souvent à quelque chose dont on a un peu honte, et surtout parce que, et tout à chacun, on sait tous que on ne devrait pas forcément se laisser tenter, on devrait arrêter ou ne pas céder à cette tentation. Donc ça nous met tous un petit peu mal à l'aise dès lors que on en parle
autour de nous, et puis, ou qu'on voit quelqu'un concerné, c'est souvent aussi quelqu'un qui a tendance à nier la notion d'addiction, parce qu'on ne veut pas, hein, par ce caractère honteux, on ne veut pas reconnaître qu'on peut avoir une addiction. Voilà, et ça a tendance à nous mettre tous un petit peu mal à l'aise, aussi bien la personne concernée que les gens qui sont autour, parce que ça fait appel aussi à des représentations personnelles, parfois à notre histoire. Donc voilà, c'est pas forcément facile à aborder. Et puis parce que ça peut donner un sentiment peut-être de faiblesse à certains moments. Donc voilà, c'est important de malgré tout prendre ce sujet en considération. Et avant de se dire aussi qu'il est nécessaire d'en parler dans le monde de l'entreprise, parce que pourquoi aborder ça dans le monde de l'entreprise? C'est aussi de se dire qu'il faut voir si l'entreprise a ou peut avoir une part éventuelle de responsabilité, quelle qu'elle soit, hein, pas forcément la plus importante, mais une part de responsabilité dans son quotidien, dans son organisation, dans l'activité, qui peut être un facteur facilitant la pratique, on va dire, addictive. Et donc, oser en parler, c'est un moyen de démystifier ce sujet. C'est un moyen d'enlever cette notion un peu de honte, de sortir aussi de la responsabilité individuelle pour le voir sous le prisme du collectif. Ça permet de ne pas être focalisé sur une personne, de ne pas stigmatiser une personne ou stigmatiser une problématique, mais ça permet de le voir de manière un peu plus collective. Donc c'est vraiment sous ce prisme-là que je vais vous proposer de l'aborder aujourd'hui. Et puis bien sûr, je n'hésiterai pas à répondre à vos questions si je le peux ou vous apporter des réponses à l'issue. Voilà un peu l'état d'esprit sur lequel je souhaite vous proposer cette présentation. Alors, ce moyen mnémotechnique, c'est les 5 C de l'addiction. Donc, 5 mots qui commencent par C, qui permettent de donner un genre de définition un petit peu d'une addiction. Alors, une addiction, c'est un recours de manière, premier C, continue, on va les détailler après. C'est un recours de manière continue, accompagné d'une perte progressive de contrôle lors d'une consommation ou une consommation qui devient à terme compulsive, et tout cela malgré les conséquences que ça peut avoir. Donc les 5 C de l'addiction, c'est continu, contrôle, consommation. Consommation, on peut le placer aussi en premier, hein, c'est une consommation continue avec une perte progressive de contrôle, ce qui veut dire qu'elle devient compulsive, compulsive, on va l'expliquer, et malgré les conséquences. Continu, contrôle, consommation, compulsive et conséquences. Ça, c'est les points à retenir sur ce genre de sujet-là. C'est tout ça qui va définir la notion d'addiction. Continu, ça veut dire quoi? Ça signifie que c'est une pratique qui est régulière, quotidienne ou permanente. C'est quelque chose qui se fait, il n'y a pas de jugement de valeur hein, dans ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose qui se fait de manière continue. Donc c'est une pratique régulière, voire quotidienne ou permanente. Ça peut être différentes choses, mais dès lors qu'une pratique est dans ce cadre-là, on dit qu'elle est continue. La notion de perte de contrôle. La personne concernée, elle perd progressivement le contrôle sans forcément en avoir conscience. Ça, c'est un point important, c'est que cette perte de contrôle sur la consommation, elle est sans forcément être consciente, sans forcément être volontaire. On ne se laisse pas aller, ça se fait progressivement et on va vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc il y a une notion de perte de contrôle, c'est pas péjoratif, c'est pas un mauvais aspect d'une personne, c'est dans le fonctionnement, et vous allez voir pourquoi, il y a cette notion du contrôle, de la maîtrise qui est progressivement perdue. La consommation, bien sûr, c'est consommer, c'est un recours à une pratique, à une substance, qui est d'ailleurs pas forcément illicite, initialement. Il y en a qui sont illicites et puis il y en a qui ne le sont pas forcément. Mais la particularité, c'est que cette pratique ou cette substance, elle a tendance à nous apaiser et elle nous apaise parce qu'elle nous permet de sécréter des hormones du bonheur. C'est là que les choses commencent à se compliquer un petit peu. Donc c'est une consommation, pratique ou substance, hein, c'est pas que des substances, et en guillemets, pas forcément illicite, comme je vous l'ai dit, mais qui va nous permettre de sécréter les hormones du bonheur. Alors, les hormones du bonheur, c'est quoi? Je vous ai dit, on a tous besoin de notre dose
pour faire un petit jeu de mots par rapport à ce sujet, parce que vous voyez que si on prend l'initiale de chacune des 4 hormones de bonheur, on a le mot dose. Alors, la première hormone de bonheur, c'est la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir immédiat. C'est-à-dire que quand la dopamine augmente, on se sent bien. En fait, on est dans une situation plutôt positive. Le plaisir immédiat, donc ça nous procure une sensation assez rapide. Ça facilite la motivation, la satisfaction. Donc la dopamine, c'est une hormone qui est dans notre corps et qui nous permet d'avoir ces états-là. La deuxième hormone du bonheur, c'est l'ocytocine. C'est l'hormone de l'attachement, de la confiance, de l'empathie. C'est une hormone qui est plutôt sécrétée dans une relation entre individus qui nous permet d'être dans un environnement dans lequel on est bien. Donc l'ocytocine va être l'hormone de l'attachement. La sérotonine, c'est là quelque part le chef d'orchestre de notre humeur. C'est elle qui régule nos émotions, la sérotonine. Donc si elle est dans un niveau plutôt faible, ben, nos émotions vont être plutôt tristes, vont être plutôt tendues, alors que si elle est en situation de sécrétion forte, eh ben, elle a tendance à faciliter le ressenti de nos émotions de manière positive. Et la dernière, c'est l'endorphine. Alors, les sportifs, notamment, la connaissent bien, l'endorphine. C'est des agents apaisants en réponse à la douleur. Et donc, quand vous avez des gens, par exemple, qui font de la course à pied, du vélo, ou qui font des pratiques sportives à très haut niveau, ils atteignent un moment où ils dépassent le seuil de la douleur et ils ont la sensation que la douleur diminue un petit peu. C'est pas qu'elle diminue au final, c'est que leur ressenti de la douleur est moins fort parce que leur corps sécrète de l'endorphine. C'est une substance qui permet d'apaiser, de calmer un petit peu cette notion de douleur. Donc globalement, des hormones qui nous procurent un plaisir immédiat, qui nous donnent de la motivation, de la satisfaction, qui nous permettent de nous attacher à un collectif dans lequel on est, avec de la confiance, on est en confiance à cet endroit-là, qui régule nos émotions, qui nous permet d'être plutôt positifs, et qui nous évite de la douleur. Je serais tenté de dire qui serait contre à la base. Donc sur le principe, que ces hormones de bonheur existent et qu'elles soient dopées, entre guillemets, hein, qu'elles soient accentuées dans leur sécrétion, ben, globalement, c'est plutôt vu comme quelque chose de positif. Et c'est en ça que je vous disais tout à l'heure, on peut avoir une notion de perte de contrôle, parce que c'est pas forcément négatif que de se sentir bien. C'est pas négatif. Et donc, du coup, c'est se sentir bien qui fait on sécrète ces hormones pour se sentir bien, et c'est là où on crée ce besoin. Le caractère compulsif. Compulsif, ça peut être un mot qui a une connotation un petit peu négative. Quelque chose de compulsif, c'est quelque chose qui est répété, qui est urgent, qui va vite, qui est non maîtrisé. Mais en fait, compulsif, d'abord, ça veut dire que c'est un recours qui n'est pas conscient et qui dépasse la seule volonté de la personne. C'est ça d'abord compulsif. C'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui n'est pas conscient. C'est ça que ça veut dire compulsif. Et du coup, cette fréquence, elle augmente parce que la décision de recours n'est plus 100% réfléchie. C'est plus je veux fumer une cigarette, je veux boire un verre, je veux manger quelque chose de sucré, je veux prendre mon téléphone, je veux faire un jeu, je veux boire une boisson énergisante ou des choses comme ça. C'est pas l'intention, il n'y a plus l'intention, c'est quelque chose qui se fait de manière assez naturelle, sans que ce soit réfléchi. C'est ça, le caractère compulsif d'un comportement. Et puis le dernier point, le dernier mot qui commence par C, qui sont les conséquences. Et ça, c'est une pratique, et c'est une réalité au niveau de la notion de pratique addictive, c'est que généralement, on sait que cette consommation peut avoir des conséquences sur nous, alors sur notre comportement, sur notre santé. J'ai mis 2 fois notre santé, vous voyez que ça m'apporte quand même beaucoup, sur notre relationnel, sur notre avenir, euh, mais malgré tout, on le fait quand même, en fait. C'est-à-dire qu'on est conscient, à un moment donné, on sait que ça peut avoir une incidence, mais pour autant, c'est pas suffisant le fait de le savoir pour qu'on arrête, qu'on prenne la décision d'arrêter
ou de corriger ce problème-là. Donc, vous voyez, c'est vraiment ces 5 C qui sont les éléments qui permettent de définir le comportement, on va dire, addictif. Et je voulais, au travers de ces définitions de ces 5 mots, vous montrer que c'est pas une tare, c'est pas certes, c'est une maladie, mais c'est pas une maladie honteuse, en fait. Et c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui peut se soigner, qui peut se traiter, qui peut se soigner parce que on a une personne ou un accompagnement qui va nous permettre de le faire, ou qui peut se soigner aussi par le comportement individuel, par les gens qui prennent des décisions à certains moments. Mais c'est important de comprendre qu'il y a une partie de tout ce qui se passe autour de ces pratiques addictives qui n'est pas conscient et qui n'est pas volontaire. Donc, ce qu'il faut retenir au travers de tout ce que je viens de vous dire, et ça c'est une première chose, c'est valable pour tout un tas de sujets, mais c'est une première chose, c'est que ça concerne une personne, un individu, pas une addiction ou pas un drogué. La personne est un individu qui peut avoir une addiction, qui peut consommer de la drogue, mais ou avoir une substance qui lui procure l'équivalent d'une drogue, mais c'est d'abord et avant tout une personne. C'est comme quand vous êtes dans des phases de recrutement de personnes en situation de handicap, c'est une personne que vous recrutez, c'est pas un handicap que vous recrutez. Mais là, c'est de la même manière. Une personne qui peut avoir une difficulté, une pratique addictive à un moment donné, mais c'est une personne avant tout. Cette pratique, un deuxième point qu'il faut bien retenir, c'est que cette pratique, elle dépend de nombreuses raisons. Mais elle répond toujours à un besoin de compensation de quelque chose. C'est-à-dire que le fait d'avoir cette pratique-là ou d'être allé vers cette pratique-là, consciemment ou inconsciemment, c'est parce que ça répond à un moment donné à une compensation de quelque chose, un besoin. Je vous ai parlé des différentes hormones du bonheur, un besoin de pouvoir avoir tel ou tel comportement qui permet de sécréter un peu plus d'hormones du bonheur par rapport à ce que notre corps sécrète habituellement. Et puis, un dernier point qu'il faut bien retenir, c'est que notre corps, il a besoin de ces hormones tout au long de sa vie. En fait, tout au long de notre vie, on a besoin de ces hormones. Notre cycle de vie nous permet de sécréter ces différentes hormones qui vont nous permettre, vous prenez par exemple la mélatonine, qui est l'hormone qui nous permet de nous endormir, c'est une hormone dont on a besoin pour respecter notre cycle circadien, notre cycle de vie entre réveil et sommeil. Ben là, vous avez 4 autres hormones qui sont des hormones qui nous procurent plutôt du bien-être. Et donc ces hormones, on en a besoin aussi pour vivre au quotidien. Et donc notre corps en a besoin, et trouver un moyen, on va dire, d'augmenter leur production, d'optimiser leur production parfois, bah, c'est aussi un moyen de contrecarrer, de combattre une difficulté ou un point qui nous envahit à un moment donné, consciemment ou inconsciemment, encore une fois. Mais c'est important de se dire que ça répond toujours à un besoin de compensation de quelque chose. Donc c'est pas, on ne le fait pas pour le faire, on le fait parce que ça nous procure quelque chose, en fait. Et c'est là où, lorsque vous avez des accompagnements thérapeutiques, on va dire aux addictions, pardon, thérapeutiques par rapport aux addictions, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on essaye de compenser, qu'est-ce qui est notre difficulté sur laquelle on essaye d'avancer, ou qu'est-ce qui est le point qu'on essaye de combattre, entre guillemets, ou de ne pas laisser prendre le dessus chez nous. Et par rapport à ce point-là, il y a un psychiatre addictologue qui a fait un élément que je trouve intéressant à vous communiquer. Ça s'appelle l'arbre de l'addiction. L'arbre de l'addiction, il s'appelle donc ce monsieur Laurent Carilla. Il a fait pas mal d'écrits sur les questions des addictions, et c'est un psychiatre addictologue. Donc c'est un expert en addictologie, il connaît ce sujet-là, et ce monsieur utilise l'image de l'arbre pour expliquer la notion d'addiction. Dans un arbre, vous avez deux parties. Vous avez la partie visible et vous avez la partie qui est sous terre. La partie visible, les branches, c'est tout ce qui va être visible dans le comportement. Alors, si on le ramène à la notion d'addiction, ça va être de fumer, ça va être de boire de l'alcool, ça va être de manger du sucre, ça va être tout ce qu'on peut voir dans le comportement, en fait, tout ce qui est un révélateur du comportement. Et l'idée,
c'est de vraiment le concevoir comme une branche visible. C'est une partie visible. Mais cette partie visible, elle apparaît parce que l'arbre, il a des racines. Et ces racines, c'est ce qui symbolise pour lui les facteurs de risque. L'idée est de montrer que euh, tout est relié et que c'est pas juste on fait ça parce qu'on est faible, mais c'est un ensemble de choses qui nous amènent à avoir ce genre de comportement. Voilà l'exemple et voilà l'illustration de l'arbre de l'addiction de Laurent Carilla. Vous voyez que la partie visible, tout ce qui est en haut, c'est la drogue, les cigarettes, l'alcool, ça peut être une addiction au travail, le sucre, les jeux d'argent, le sexe, les achats compulsifs, le sport, le téléphone. Voilà des différentes choses qu'on peut consommer. Vous prenez par exemple sur le sucre, vous pouvez relier à ça les boissons énergisantes parce qu'elles ont à la fois du sucre et à la fois des produits excitants. Et donc, du coup, ça génère un état à la fois de satisfaction par rapport à l'apport du sucre et d'excitation pour donner encore plus de dynamisme à la personne. Donc ça, c'est ce qui est visible. Mais vous voyez que pour tout ça, ça existe. Il y a des racines en dessous, et ces racines, elles vont avoir certaines parties sur lesquelles l'entreprise peut éventuellement agir, et puis d'autres sur lesquelles l'entreprise ne pourra pas agir. Si vous prenez par exemple les troubles psychologiques, si vous prenez des agressions sexuelles, si vous prenez des troubles génétiques, des violences éducatives ou conjugales, il peut y avoir des violences dans le monde du travail, mais des violences éducatives ou conjugales, on ne les aura pas forcément. La culpabilité, vivre dans la culpabilité, c'est pas forcément l'entreprise. Elle peut y contribuer, mais c'est pas forcément l'entreprise qui est à l'origine. Un désespoir peut être des éléments personnels aussi qui peuvent être à l'origine, des peurs, du stress. Voilà, tous ces éléments-là, un petit peu, c'est ce que Laurent Carilla met comme racine, on va dire, de l'arbre de l'addiction, qui sont des éléments qui vont venir faire croître cette plante, un peu cette addiction dans dans le corps des gens. Pas forcément dans votre corps à chacun de vous, mais dans le corps des gens, et sans forcément qu'on s'en rende compte. Pardon, je suis revenu en arrière. Non. Bon, il me manque une slide, mais je vous la remettrai. L'idée, c'est de se dire dans l'entreprise, après, non, c'est que j'en ai une en trop, pardon. L'idée, c'est de se dire après, dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire et en quoi je suis concerné. Je passe. En quoi je suis concerné? Alors, la question, les choses qu'on peut aborder dans l'entreprise, c'est on peut aborder cette question de l'addiction sous couvert des actions qu'on mène sur la prévention des risques professionnels. Pour l'aborder, c'est relativement simple, c'est comme pour tout autre type de risque, mais avec des choses un petit peu plus spécifiques. Par exemple, des questions qu'on va pouvoir se poser sur est-ce qu'il est possible dans notre activité de subir des agressions? Est-ce que l'activité de conducteur routier, est-ce que l'activité d'exploitant peut amener à subir des agressions physiques, mais ça peut être des agressions verbales ou de la pression, notamment peut-être de clients, de chargeurs, de je ne sais quoi. Donc, est-ce que le fait de subir des agressions peut être rencontré dans l'entreprise? Et si oui, comment je peux agir et quels moyens je peux donner à la personne pour limiter l'effet de ce qu'elle peut subir? Est-ce qu'il y a des pratiques dans mon entreprise qui peuvent générer de la culpabilité dans les relations, dans les façons de s'exprimer? Est-ce qu'il y a des gens qui ont une façon de s'exprimer qui va plutôt générer de la culpabilité chez l'autre plutôt que de l'aider à avancer? Ça aussi, c'est un point à voir et et à comprendre. Je vous donne une illustration. Lors d'un entretien annuel, si on dit à une personne, écoute, je comprends pas le secteur sur lequel tu es ou l'activité que tu as, tu génères pas de chiffres, tu es vraiment nul et on te donne tous les moyens mais tu es incapable d'y arriver, on va plus générer de la culpabilité à un moment donné que si on dit à la personne, le secteur sur lequel tu es, le chiffre n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend. On t'a donné, il nous semble, tous les moyens que tu avais besoin. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut rajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque, qui fait que tu pourrais travailler dans de meilleures conditions? Ou est-ce qu'il y a des difficultés que tu rencontres
qu'on n'a pas forcément perçus, sur lesquels on peut aider, et un besoin de formation ou autre, qui vont nous permettre de t'aider à t'améliorer. On générera beaucoup plus de culpabilité avec la première version qu'avec la deuxième. Donc, c'est effectivement dans le relationnel aussi qu'on peut regarder dans l'entreprise ce qui se passe. Et puis, est-ce que l'activité ou son organisation, hein, c'est pas forcément l'activité en elle-même, ça peut être l'organisation, peut générer ou génère du stress? On est dans une vie aujourd'hui avec beaucoup de stress. Est-ce que les gens de mon entreprise ont les bons outils, les bons moyens pour gérer le stress quotidien qu'ils peuvent avoir et gérer les situations stressantes? Je vous donne une illustration. Vous avez un conducteur qui est bloqué sur une autoroute. La semaine dernière, la 7 a été bloquée à deux reprises. On a un conducteur avec un véhicule qui est dedans. Comment on va gérer le retard qu'il va prendre? Est-ce que c'est à lui d'appeler le client et d'essayer de se débrouiller? Est-ce qu'on lui met la pression en lui disant bah, tu te débrouilles, il faut que tu sois à l'heure, peu importe la solution? Ou est-ce qu'on lui dit écoute, on gère, on appelle le client, on décale le rendez-vous, voilà, et on le tient informé on a décalé, on a eu le client, c'est bon, tu peux arriver jusqu'à telle heure. Voilà. Les choses sont complètement différentes. C'est comment on va pouvoir, dans notre activité ou dans notre organisation, limiter peut-être l'effet du stress. Donc ça, après, c'est un des facteurs, mais assez générique sur la prévention des risques. Il y a aussi une question, et on l'a vu un petit peu tout à l'heure, c'est est-ce que l'entreprise peut maîtriser tous les facteurs de risque, toutes les racines qu'on a vues? On a vu tout à l'heure que non. Il y a des choses que, en tant qu'entreprise, vous ne pourrez pas maîtriser, ce qui serait même du non-respect des libertés individuelles, de l'ingérence dans la vie d'une personne. Donc non, vous ne pouvez pas tout maîtriser dans l'entreprise. Il y a des facteurs sur lesquels vous n'êtes pas capable et en capacité d'intervenir et de régler le problème. Je prends un exemple de violence conjugale, par exemple. Vous n'êtes pas en capacité de faire cesser les violences conjugales. Vous pouvez donner de l'information, vous pouvez accompagner la personne, mais vous ne pouvez pas garantir que ça va cesser. Il y a un autre questionnement à avoir, c'est est-ce que l'entreprise peut être responsable ou peut gérer la disponibilité de l'objet de l'addiction? Un des problèmes qu'on peut avoir, c'est que vous avez certaines substances qu'il faut volontairement aller acheter. Donc, je pense à des substances comme de la cocaïne, comme du cannabis ou des choses comme ça. Donc là, il y a une démarche. Ce sont des substances illicites et il y a une démarche, entre guillemets, illicite qui nous met en situation d'irrégularité et donc, de ce que je vous disais tout à l'heure, un petit peu de faiblesse et de honte on ne veut pas que ça se sache. Donc, il faut pas en parler. Et puis, vous avez d'autres substances qui sont en vente libre. Vous prenez le tabac, vous prenez l'alcool, vous prenez le sucre dans tout ce qu'on va manger. Si on mange des sandwichs, si on mange des hamburgers dans des fast-foods ou des choses comme ça, c'est suivant ce qu'on va prendre, on peut se retrouver avec involontairement en fait une dose de sucre qui va être un problème. On vous fera d'ailleurs une animation. J'ai des gens de la FNTR qui m'ont demandé de faire une animation spécifique sur le sucre. On vous fera une animation spécifique sur le sucre et comment on peut donner des idées aux conducteurs notamment, mais à tout le personnel de l'entreprise aussi, pour limiter son absorption de sucre. Parce que, et les psychiatres addictologues vous le diront aujourd'hui, le sucre est tout aussi, sinon plus, addictif que la cocaïne. On a du mal à l'imaginer, mais pour autant, c'est vrai. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je vous parlerai de ma propre expérience puisque j'ai été addict au sucre. Donc, je vous en parlerai vraiment plus en détail. Donc, est-ce que l'entreprise peut maîtriser la disponibilité de l'objet de l'addiction? Pas forcément. Sur certaines choses, elle peut limiter. Je pense notamment à l'utilisation du téléphone, par exemple. Il peut y avoir des choses qui peuvent être faites. Par contre, ou de la prise d'alcool et la capacité à conduire, un matin, on arrive, on est en état d'ébriété, est-ce qu'on a la possibilité, est-ce qu'on laisse conduire la personne alors qu'on a vu que il n'était pas dans son état normal ou à début d'après-midi, ou est-ce qu'on l'empêche de conduire? Donc il y a des choses qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir limiter. Par contre, l'entreprise ne pourra pas empêcher la vente d'alcool, ne pourra pas empêcher la vente de tabac, la vente de produits sucrés, la vente de jeux en ligne, enfin voilà, tout un tas de choses qui peuvent être des objets de l'addiction. Donc l'entreprise ne pourra pas gérer cette disponibilité-là. Ça veut dire pour votre entreprise que le but, c'est pas d'empêcher que la personne ait accès
à la substance ou à l'objet de son addiction, ça va être de voir comment on peut préparer les choses pour que la personne puisse être accompagnée et aidée au mieux dans sa façon de se détacher de cette addiction. Pour vous, en tant qu'entreprise, je vous ai mis un lien aussi, vous l'aurez, il sera cliquable dans cette présentation. C'est la DRETS de Normandie qui a créé, alors lors du précédent plan santé au travail, un auto-questionnaire, un petit questionnaire rapide qui permettait de vérifier si l'entreprise, dans son organisation, dans les conditions de travail ou dans ses démarches de prévention, a plutôt une situation qui tendrait à favoriser ou à risquer d'exposer à la fois aux questions addictives, à l'addictologie, ou aux risques cardiovasculaires. Et vous avez ce même questionnaire pour ces deux accès, et vous avez la possibilité de le faire. Vous aurez le lien en ligne, vous pouvez le retrouver pour vous poser quelques questions sur les pratiques dans votre entreprise. Donc c'est un outil qui est gratuit aussi, que vous pourrez facilement récupérer. Et dans l'entreprise, si vous avez des partenaires sociaux, bah, vous devez aborder le sujet sans rentrer dans l'opposition, et ça c'est un point important, mais valable pour tous les risques professionnels, sans rentrer dans l'opposition dirigeant-salarié. C'est pas un gentil, un méchant, c'est pas un bon, un mauvais. C'est ensemble qu'on essaye de regarder ce qu'on peut faire pour les pratiques addictives globalement. Donc on n'est pas dans une opposition. Je dis ça parce que j'ai eu tendance à me trouver parfois confronté à une problématique où on dit non, mais ça reste des libertés individuelles. Donc, on ne veut pas en parler parce qu'on ne veut pas qu'on puisse s'intéresser à la façon dont la personne va se comporter. C'est pas dans l'idée de lui nuire, c'est dans l'idée d'avoir une aide et un accompagnement qui soit le plus efficace possible et surtout de se dire qu'est-ce qui, dans l'organisation, dans l'entreprise, qu'est-ce que je peux faire pour éviter de favoriser ce genre de choses-là. Donc, la notion d'opposition entre les salariés et la direction, c'est pas un bon plan pour aborder des sujets qui sont aussi difficiles que ça. Donc, attention à ne pas rentrer dans de l'opposition et surtout pas opposer avec une fin de non-recevoir les questions de liberté individuelle. On laisse la personne fumer, c'est son droit, il a le droit de fumer, on laisse la personne boire, c'est son droit. On laisse la personne manger des produits sucrés, boire des boissons énergisantes, téléphoner au volant, c'est son droit, c'est sa liberté individuelle. Attention, parce que ça ne permettra pas d'avancer sur le traitement du sujet. Et puis, un point qui est important dans vos relations, alors si vous avez des partenaires sociaux ou si vous n'en avez pas, hein, dans les deux cas, c'est les mêmes approches, veillez à rester objectif et volontaire pour agir efficacement. On ne cherche pas, c'est comme quand on fait une analyse d'accident du travail, on ne cherche pas à juger d'un côté ou à défendre une personne de l'autre, une ou des personnes, mais on cherche à œuvrer, alors j'ai fait un autre petit jeu de mots, à œuvrer pour la QVT. Alors, on connaît tous la qualité de vie au travail, mais la qualité de vie de tous aussi. La QVT, c'est la qualité de vie de tous, c'est on puisse travailler, mais on puisse vivre tous ensemble et dans de bonnes conditions. Pourquoi je parle de la qualité de vie de tous? C'est parce que sur ce genre de sujet-là, il n'existe pas de pratique addictive qui n'aurait des conséquences que en dehors de l'entreprise ou que dans l'entreprise. Toutes les pratiques qu'on peut avoir qui peuvent devenir addictives, à un moment donné, peuvent avoir une conséquence à titre perso, mais peuvent avoir une conséquence aussi dans le cadre de son activité professionnelle. Et l'entreprise peut aussi se questionner à un moment donné sur quelle est l'incidence des pratiques addictives sur mon organisation, sur l'efficacité, sur l'image que peut avoir l'entreprise. Donc, vous voyez, c'est vraiment sur de la qualité de vie partagée et de tous qu'on doit essayer de travailler et d'aborder ce sujet-là. Comme à chaque fois maintenant, vous le connaissez, mais sur la façon de vous approprier cette animation, vous pouvez vous l'approprier, alors soit en la diffusant en partie ou en totalité en boucle, par exemple sur une télé ou un écran dans une salle conducteur, dans une salle de réunion. Vous pouvez réaliser des points sécurité sur la base de ce qu'on vous a présenté, de ce que je vous ai présenté ce matin. Vous pouvez du coup partager aussi quelques informations qui vous ont peut-être paru marquantes
du contenu, hein, de cette animation autour d'une journée d'entreprise où j'ai un jour une personne qui me demandait, qui me disait, mais jusque-là, nous, on faisait une fois par an ou deux fois par an des barbecues dans l'entreprise. Avec tout ça, on ne peut plus en faire. Ah si, au contraire. Au contraire, faisons-le et puis montrons le fait que, bah, par exemple, si on a le choix entre un barbecue et puis des hamburgers, par exemple, d'un autre côté, il vaut peut-être mieux prendre le barbecue plutôt que des hamburgers parce qu'on peut donner une image d'un menu avec un hamburger et une boisson de soda, par exemple, sans citer de marque, et puis vous mettez une petite coupelle avec le nombre de carrés de sucre que ça équivaut. Et vous avez de l'autre côté de la viande qui est sur du barbecue, ou du poisson, ou des légumes, ou différentes choses au barbecue. Là, vous n'avez pas forcément la même teneur en sucre. Donc, ça peut être un moment, au contraire, très intéressant. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une vie morose et qu'il ne faut plus rien faire. Ça veut dire qu'il faut le réfléchir et le faire avec un objet aussi d'information et un point intéressant. Vous pouvez avoir une entreprise, si l'image de l'arbre, par exemple, a marqué vraiment beaucoup de monde, ben pourquoi pas une entreprise qui planterait un arbre qui montrerait que, enfin, qui expliquerait que cet arbre, c'est aussi un point de vigilance parce qu'il va croître, il va grandir. Et c'est un point de vigilance parce que on sait que les addictions, ça peut être là, et c'est un point qui nous rappelle le point de vigilance qu'on a mis en place dans l'entreprise. Donc voilà, c'est un point de mémoire aussi. Ça peut être une solution aussi. Vous voyez que c'est très, très varié et que la prévention peut prendre vraiment différentes formes et pas négatives, mais plutôt positives. Comme à chaque fois, et Alexandra vous l'a rappelé en début de cette réunion, vous aurez accès par la page du Club des préventeurs à ce replay hein, de cette présentation. Vous aurez bien sûr la possibilité de télécharger cette présentation et accès à l'outil d'auto-questionnaire par le biais du lien cliquable donc sur la présentation qu'on vous a proposée ici. Voilà, je suis allé assez vite, mais l'idée c'était de vous montrer un autre prisme, une autre approche du sujet. Si vous avez des questions, je suis tout à fait disposé à y répondre si je le peux, et sinon à vous apporter les éléments de réponse ultérieurement si la question est plus technique. J'en profite avant de vous passer la parole pour vous proposer un prochain rendez-vous. Alors, je vais vous proposer de vous laisser l'été, vous laisser souffler cet été. On a tenu le rythme depuis le début de l'année notamment. Donc, je vous propose de juillet et août de faire l'impasse sur les mardis de la prévention, ce qui permet à tout le monde d'être serein sur les vacances et de se dire ben, je ne manque pas forcément d'informations et qu'on se retrouve le deuxième mardi du mois de septembre. Donc, je vous propose de noter la date d'ici là parce que ça va faire un peu loin. Le mardi 9 septembre à 11 heures pour un sujet sur les risques de maladies cardiovasculaires et la présentation d'un centre ressources gratuit et spécifique au métier du transport qui a été créé et qui est aujourd'hui à la disposition de toutes les entreprises en France qui veulent aborder ce sujet-là ou ne savent pas comment l'aborder. Vous avez un centre ressources avec des outils, avec des podcasts, avec des vidéos qui vont vous permettre de comprendre et de voir ce qui peut être fait. C'est quelque chose qui a été créé par la branche transport, Clésia a participé, la FT a participé, l'OPCO a participé, les organisations patronales ont participé. Donc voilà, je vous ferai une présentation de cet outil et qui est à votre disposition qui est en ligne depuis début du mois de juin. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Je viens de réactiver vos micros si certains d'entre vous souhaitent prendre la parole. Sinon, vous pouvez poser vos questions dans la conversation comme vous le souhaitez. Est-ce que dans la conversation, il y a des... Non, il n'y a pas de questions Il n'y a pas de spécifiques pour questions. l'instant. Est-ce que certains d'entre vous avaient déjà entendu parler des 5C de l'addiction? Est-ce que c'était un sujet, c'est complètement nouveau ou vous en aviez déjà entendu parler? Lâchez-vous. Totalement nouveau. OK. Est-ce que ça apporte un peu des éléments de compréhension sur le sujet ou un peu de démystification du sujet par rapport à tout ce qu'on a pu voir?
Alors, on a Armel qui nous dit bonjour. Bonjour Armel. Bon, n'hésitez pas en tout cas à revenir, alors comme je vous le dis à chaque fois, mais surtout orienter l'approche par rapport aux employés. C'est-à-dire, Alexandre Popino, est-ce que vous pouvez peut-être activer votre micro et puis nous expliquer un petit peu plus Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 on vous Parfait. entend. Bonjour à tous. Oui, par rapport à la présentation, c'était surtout de bien faire attention à comment on aborde le sujet avec les personnes ou de manière générale pour ne pas froisser en fait la personne et de l'enfoncer un peu plus. C'est Tout à vraiment fait. l'accompagner à verbaliser ou formaliser en fait ce qui se passe pour pouvoir mieux peut-être appréhender ensemble, parce que c'est pas soit l'employeur, soit l'employé, c'est vraiment ensemble le Mm. sujet qui pose souci. C'est ça, on est bien d'accord, on est parfaitement d'accord sur la façon d'aborder la chose. Et c'est pour ça que j'essayais de vous montrer un petit peu quand j'ai parlé des hormones du bonheur, c'est que à certains moments, c'est des choses qui se passent un peu malgré nous. Ça peut être une addiction au chocolat, par exemple. Hein. C'est pas forcément des choses graves. Alors c'est vrai que l'addiction à l'alcool, c'est celle qu'on connaît le plus. Il y a plein de connotations un peu négatives quand on vous parle de cirrhose, par exemple. Ben voilà, c'est tout de suite quelque chose qui prend une dimension un peu ragoûtante, quoi, en fait. Et à côté de ça, voilà, c'est pas forcément des choses qui sont négatives ou dont on peut parler de manière forcément négative et en culpabilisant. Il faut essayer de vraiment accompagner la personne. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, Alexandre, et merci, merci pour cette intervention. On a Armel qui nous dit, est-ce qu'il y a des termes à ne pas utiliser lorsqu'un salarié vient nous questionner sur le sujet? Peut-on parler d'addiction? Alors, vous avez, au travers de la présentation, vous avez vu que on a des notions de comportement, de consommation. Déjà, avant de parler d'addiction, on peut parler d'une consommation de quelque chose où si une personne vient vous voir pour parler ou s'inquiète par rapport à ce genre de sujet-là, c'est qu'est-ce qui l'inquiète? Qu'est-ce qui l'amène à venir vous parler de ça? Ou qu'est-ce qui l'a fait l'interpeller suffisamment pour qu'elle ait besoin de s'interroger sur est-ce que je suis dans de l'addiction ou est-ce que je rencontre une difficulté, comment je peux faire? Si vous reprenez, on traitera plus approfondi, de manière plus approfondie, mais vous prenez le sucre, par exemple, vous pouvez très bien vous trouver face à un exploitant ou un conducteur qui vient vous dire que ouais, mais il n'a pas le choix, donc il faut qu'il mange vite, il mange des sandwichs. Pour autant, il a vu son médecin qui lui parle d'une addiction, ou tout au moins d'une surconsommation de sucre. Et il ne sait pas trop comment le gérer. Mais là, vous pouvez entendre ce qu'il a à vous dire et voir comment vous pouvez y répondre. Aujourd'hui, vous avez différentes choses qui permettent d'y répondre. Vous êtes quasiment tous, quand vous achetez des nouveaux véhicules, quasiment tous équipés de réfrigérateurs ou de tiroirs réfrigérants. Vous avez certains qui ont pris des micro-ondes. Vous avez des gens alors, certains conducteurs vont faire, il y a une pratique hein, qui se fait, on se prépare son repas, sa gamelle, entre guillemets, et puis on la met sur un tableau de bord, on met le chauffage du véhicule, du poids lourd, pendant 30 à 45 minutes. On ouvre la fenêtre parce qu'il fait chaud, mais au moins ça chauffe là, ce qui fait qu'au bout de 45 minutes, quand j'ai ma coupure, mon repas est chaud ou tiède, on va dire. Et ça me permet de faire chauffer ça sans avoir d'autres sources d'énergie sollicitées. Il existe aujourd'hui des box chauffantes. Vous avez des box qui se branchent et puis vous avez des box qui se rechargent que vous pouvez emmener à la journée et vous la programmez pour que ce soit prêt, votre repas soit chaud à telle heure. Et ben, la box se recharge. En général, vous avez 2 jours d'autonomie. Et puis le soir du deuxième jour, il faut la recharger pour avoir de nouveau 2 jours. Mais c'est des choses qui peuvent se faire, qu'on peut recharger. Et ça se recharge en 1h30, je crois, pour 2 jours d'autonomie. Donc c'est pas inintéressant. Et vous avez même des choses aussi qui se développent dans les stations d'autoroute. Vous avez des bars à salade qui se développent aussi, où vous pouvez composer vos propres plateaux, vos propres plats avec des choses, des aliments beaucoup moins transformés, on va dire,
que ce que vous pourriez trouver dans des sachets de sandwich ou voire dans des fast-foods. Donc, il existe des solutions et l'idée, c'est non pas de ne pas parler d'addiction, on peut en parler à un moment donné, mais qu'est-ce qui amène la personne à faire ça et pourquoi elle vient vous parler là-dessus et comment vous pouvez l'aider. Vous savez, il y a une phrase qui est magique souvent, c'est quand vous dites à une personne, comment je peux t'aider? Et là, à partir du moment où vous dites à la personne comment je peux t'aider, elle vous explique pourquoi elle vient vous voir et elle est dans cette notion de confiance. Et ça, le comment je peux t'aider va, parmi les sécrétions, va permettre de sécréter l'hormone du bonheur qui favorise l'attachement, qui favorise la notion d'adhésion à un collectif et de participation à un collectif. Donc voilà, après, n'hésitez pas à revenir vers nous par le biais de vos permanents du réseau si vous avez besoin qu'on vous parle, ne serait-ce que sur un coup de fil, on vous donne 2, 3 conseils par rapport à une situation. Vos permanents ont nos coordonnées, vous pouvez passer par eux. Aurons-nous la possibilité d'avoir votre présentation? Alors oui, Joachim, vous aurez notre présentation, elle sera téléchargeable. Armel, j'espère que j'ai répondu à votre réponse, à votre question tout au moins. François, bonjour François. L'isolement peut être une cause de l'addiction, tout à fait. Comment lutter mieux contre l'isolement des conducteurs et autres salariés? C'est tout à fait vrai, François. C'est un sujet extrêmement important. Et l'isolement, et on l'a vu avec la période du Covid, où là, on a été sur un isolement qui a été encore plus accentué. L'isolement peut être un facteur qui rend les choses difficiles et le besoin des gens de communiquer va peut-être être compensé par le fait de beaucoup utiliser le téléphone, par exemple. Donc voilà, attention à ce genre de choses-là. Et si on repère des signaux, c'est un point important. Et je ne veux pas dédramatiser ou déresponsabiliser l'entreprise par rapport aux salariés ou accuser les salariés par rapport à l'entreprise, hein. Je veux qu'on soit vraiment tous ensemble dans une recherche collective de solutions. Sachez qu'on est tous garants de notre santé et de celle de nos collègues. C'est dans le code du travail, c'est important et ça peut valoir pour tout type de risque. Mais si on voit un changement de comportement chez un de nos collègues, c'est aussi un moment où on peut attirer soit son attention, soit l'attention de nos élus, soit l'attention de quelqu'un, du médecin du travail ou autre, lui conseiller d'aller voir le médecin du travail, mais attirer l'attention et ne pas laisser aller une situation dont on s'aperçoit. Donc, on est tous garants de notre santé et de celle de nos collègues dès lors qu'on est dans un collectif de travail. C'est un point extrêmement important. Et l'isolement, par définition, le conducteur est seul dans son camion. Donc, l'isolement peut être un sujet à prendre en considération. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Erwan, je vois que tu as rallumé ta caméra. Est-ce que tu souhaites ajouter un complément d'information? Non, non, pas spécialement. Merci, merci de cette présentation, Emmanuel. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est le prisme sous lequel le sujet est abordé, parce qu'il est effectivement multifacette et un seul angle ne suffit sans doute pas à l'appréhender, sachant que lui-même, ce sujet, tu as évoqué les addictions, on évoque les addictions au pluriel. Il y a un certain nombre d'addictions finalement qui sont déjà plus connues que d'autres qui peuvent émerger. Et derrière, les réponses par addiction ne sont pas non plus forcément les mêmes. Et selon l'angle lequel on les aborde, la réponse va varier. Et des fois, il faut déjà identifier aussi, au-delà du problème, ensuite, quelles sont les options possibles, ce qui n'est pas toujours simple non plus. En tout cas, merci pour ma part pour cette manière de présenter le sujet qui a un angle, sous un angle qui n'est pas forcément souvent abordé en l'état. Oui, c'était l'objet, c'est essayer de l'aborder sous un autre prisme et démystifier un petit peu ce genre de sujet. On a une question de Sylvie concernant la charte ESPER. Il faut que l'entreprise soit signataire pour avoir les fiches. Ou obtenir les fiches. Alors, les fiches d'information, si ce sont les fiches Addicted dont vous parlez, Sylvie, elles sont accessibles à tout le monde, qu'on soit signataire ou pas de la charte ESPER. Après, effectivement, être pour une entreprise signataire de la charte ESPER, c'est être signataire d'un engagement d'action
d'un certain nombre d'actions et du coup de mise à disposition d'un réseau de partenaires et d'outils plus étoffé que ce que Addicted peut vous mettre en place. Mais sur Addicted et sur les addictions, je vous renvoie au webinaire auquel Addicted a participé. Et là, tout le monde y a accès à toutes les fiches d'information téléchargeables mises en place sur le portail Addicted. Donc voilà, vous avez accès à tout ça sans aucun problème et pas d'obligation de signer la charte. Par contre, c'est vrai que l'intérêt de le signer, c'est pour une entreprise de montrer aussi l'ensemble des engagements qu'elle prend pour promouvoir la prévention des pratiques addictives. Ne soyez pas choqués, nous on parle, et c'était un choix, beaucoup de pratiques addictives. Vous verrez écrit souvent les conduites addictives. C'est un mot qu'on se refuse d'utiliser enfin moi avec la FNTR, voilà, vous êtes des pros de la conduite. Par contre, les pratiques addictives, ça c'est valable pour tout le monde. Donc, si c'est les fiches Addicted, elles sont accessibles sur le site Addicted directement et pour tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je pense que c'est à peu près bon. Je vous souhaite à tous du coup un bel été pour ceux que je ne reverrai pas. Profitez, ressourcez-vous et revenez-nous en pleine forme le 9 septembre pour qu'on puisse aborder ce nouveau sujet et reprendre le chemin et la route des actions de prévention avec à chaque fois des outils au plus près de ce que vous avez besoin. Merci à tous et passez une très très belle journée et un bel été. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci pour cette intervention. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir.